Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité et surtout votre attachement à cette émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous évoquons les défis de gouvernance pour les développements. Vous savez que depuis bientôt 4 ans, que le président de la République est en fonction, et il y a beaucoup d'efforts qui sont conjugués pour atteindre les développements de la République démocratique du Congo. Mais il y a autant de défis qui sont là, qui s'opposent à ce qu'il n'y ait pas de développement. Alors, je reçois sur ce plateau l'honorable Robert Ilunga Kambala. Il est député honoraire, élu de la circonscription de Tshikapa. C'est avec lui que nous allons donc décortiquer ce sujet pour savoir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça ne marche pas, ou bien si ça marche, qu'est-ce qui n'a pas bien, qu'est-ce qui n'a pas évolué et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour pouvoir atteindre les développements. Honorable Robert Ilunga, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes député national honoraire élu de Tshikapa. C'est dans la province du Kasaï. Exact. Et parce que vous êtes élu honoraire, je me dis, vous avez toujours votre œil regardant sur le fonctionnement, sur la gouvernance de votre fief. Et quelle est la santé aujourd'hui, la santé de la ville de Tshikapa, bon, du territoire et puis de toute la province du Kasaï? Merci pour la question. La province du Kasaï va bien, d'une manière générale. Mais Tshikapa, territoire de Tshikapa-Ville, sont là des grandes circonscriptions que le pays compte. Donc parmi les grandes circonscriptions électorales que le pays compte, je crois qu'il y a aussi Tshikapa parce que Tshikapa-Ville et Tshikapa-Territoire, mis ensemble, ont 10 députés, 10 sièges au niveau national et 16 sièges au niveau des législatures provinciales. Donc vous comprenez que ça fait pratiquement près de la moitié des sièges au niveau national ainsi qu'au niveau provincial. Donc c'est une grande circonscription qui doit être représentée au niveau national. Ça fait 4 ans, comme vous l'avez dit, nous tendons vers la fin du mandat. Nous risquons de terminer la mandature sans que cette circonscription soit représentée au niveau du gouvernement central. C'est pourquoi nous croyons qu'aussi il y a un réaménagement du gouvernement prochainement. Nous espérons que cette fois-ci, Tshikapa va être représenté, ne fût-ce que par un seul membre au niveau du gouvernement national. Je crois qu'avec le vaillant secrétaire général Augustin Kabouya qui tient le parti pour l'instant, voilà, nous allons y parvenir. Parce que vous avez parlé d'Augustin Kabouya, je rappelle que vous êtes au cadre du parti présidentiel, de l'UDPS, et vous êtes allé directement sur le plan politique, alors que en posant la question, je voudrais savoir d'abord sur le plan gouvernance, sur le plan social, est-ce que le peuple d'abord fonctionne bien à Tshikapa et dans les Kasaï? Merci pour la question. Non, je dirais non, parce que depuis que nous avons commencé, depuis 2019, où il y a eu un gouverneur au niveau de ma province, je constate qu'il n'y a aucun projet qui a marché. Est-ce que ce n'est pas la faute du gouvernement provincial? Je me pose certainement des questions, parce que j'ai eu à faire Tshikapa 2 fois depuis que nous avons été aux élections. Je ne vois rien, alors rien qui change.
si ce n'est que la lumière qu'il y a sur les grandes artères. Donc je crois que le gouvernement provincial doit faire beaucoup d'efforts. Je constate d'ailleurs avec regret qu'il y a une sorte de malgouvernance qui s'instaure. Tchikapa, c'est une entité hétérogène qui comprend plusieurs tribus. Beaucoup de tribus de la République vivent à Tchikapa, par le fait que c'est une entité d'abord diamantifère, et donc ça crée beaucoup d'activités commerciales, et donc il y a toutes les tribus qui y vivent. Mais il y a des autochtones, d'abord il y a les Nyambi, il y a les Tchokwe et les Pende. Ensuite viennent les autres qui viennent de toutes parts de nos provinces. Mais dernièrement, il y a un tollé qui se fait sur la ville. Il y a 7 groupements incorporés dans la ville de Tchikapa. Ces groupements sont connus, ils sont toujours là. Mais nous apprenons que le gouverneur, qui n'a pas d'ailleurs le pouvoir de créer un groupement, il ne peut que donner un avis au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais je regrette qu'il soit obstiné à octroyer un groupement à une communauté sœur qui a toujours vécu avec nous, mais qui est originaire du territoire voisin de Kazumba, je parle de Bindi, qui sont venus à Tchikapa depuis des années 70-80. Et on veut leur donner un groupement. Le groupement ne se crée pas ne se crée pas de toutes pièces. C'est par démembrement, donc par scission. Lorsque les clans d'un groupement ont une démographie importante, on peut les scinder. Mais on ne peut pas créer des groupements de toutes pièces pour donner à une communauté. Ça veut dire que vous, les notables de Tchikapa, vous êtes contre cette décision du gouverneur? Ce n'est pas encore une décision, c'est-à-dire que je suis en train d'anticiper. Ça risque de devenir une décision et ça pourra éventuellement créer des conflits tels que nous avons au niveau du Bandundu avec les Yaka et les Tek, ce qui est déplorable. Je voudrais attirer l'attention des autorités là-dessus pour que cela n'arrive pas à Tchikapa. Les Bindi sont originaires du territoire de Kazumba. Ils sont certes à Tchikapa comme il y a les Lélé, les Kouba et consorts. Alors, si aujourd'hui, parce qu'on vous a dit, vous pouvez vivre ici, vous allez créer un groupement, où est-ce qu'ils auront des forêts, des terres, des eaux? Où est-ce qu'ils vont trouver ça? Donc on va déposséder les autochtones leurs forêts, leurs eaux, leurs terres, pour donner aux Bindi. Voilà un peu ce que je dénonce. Je voudrais... Mais qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange, c'est Qu'est-ce ceci. qui dérange? C'est qu'on ne crée pas de groupements de cette façon-là. Les groupements sont créés de par les habitants originaires de ces coins-là. On ne peut pas les changer. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous avez habité à un endroit pendant longtemps que vous pouvez vous dire que vous y avez un groupement. Non, ça ne se fait pas comme ça. Qu'est-ce qui dérange s'ils ont un groupement? Qu'est-ce qui dérange? Si même au niveau national, on prend la décision d'octroyer ce groupement-là au Bindi, qu'est-ce qui va déranger? Ce qui va déranger, c'est qu'on aura dépossédé des autres populations leurs terres, leurs forêts, pour les donner à d'autres. Ce n'est pas normal. Ce sont des Congolais? Non, ce sont des Congolais. Ils peuvent vivre là-bas, ils peuvent acheter des parcelles, y habiter, ils peuvent prendre à location des champs et cultiver. Mais ils n'ont pas de forêt là-bas. C'est un problème de terre. Vous savez, nous sommes liés par la terre. C'est ça le problème. Le problème, c'est celui-là. Si les Yaka et les Teke sont en train de s'entretuer au Bandundu, c'est justement à cause de ça. Donc il ne faut pas minimiser ça. Si j'en parle, c'est parce que j'ai l'impression que le gouvernement provincial, par la bouche du gouverneur, s'obstine à le faire.
Et c'est très dangereux, je voudrais que les services compétents puissent y veiller. Donc le vouloir vivre que prône le président, vous trouvez que si on le fait à Tchikapa, ça va déranger, ça va créer encore mort d'homme comme, comme à Kwamout? Oui, lorsqu'on va déposséder des terres à certains groupes pour donner à d'autres groupes qui ne le méritent pas, qui ne sont pas propriétaires de ces terres-là, qui ne sont pas originaires de là, ça va créer des conflits. C'est justement ça le problème que nous avons d'ailleurs même et là, vous attirez l'attention du ministre de l'Intérieur. De tous les responsables politiques du ministre de l'Intérieur par excellence, parce que c'est lui qui a en charge la sécurité, c'est lui qui doit veiller à ça. Voilà. Parce que nous parlons de la gouvernance, je reviens sur ma question. Le peuple d'abord fonctionne bien à Tchikapa, les gens mangent très bien, les gens prennent bien les soins de santé, tout va bien, on peut comprendre que les autorités qui sont là ont quand même matérialisé la vision du président de la République. Non, écoutez, je ne peux pas dissocier la vie des Congolais, de Tchikapa, avec les autres Congolais qui sont dans d'autres provinces. Je sais que le gouvernement central est en train de faire beaucoup d'efforts pour créer, à travers le service national, créer des entités et des brigades agricoles pour pouvoir cultiver et produire, n'est-ce pas, des maïs, des manioc, du riz et tout ce que la population consomme. Dernièrement, j'ai appris qu'à Tchikapa, le MECA, c'est-à-dire que le méca de maïs. La mesure de maïs était vendue à très cher. Je comprends. Le gouverneur, je l'ai entendu dire qu'il va remédier à cette situation-là. Tant mieux. Mais je crois que bientôt, à Katombi, au niveau de la province du Kassai central, on va ouvrir un centre de service national. Et donc, nous aurons abondamment du maïs dans le Grand Kassai. Ce problème-là va être résolu. Apparemment, vous ne faites pas confiance au gouverneur alors qu'il est là depuis 4 ans. C'est que les députés provinciaux qui sont censés le contrôler trouvent qu'il gère bien la province. Parce que vous avez vu un peu partout, les assemblées provinciales ont éjecté autant de gouverneurs. Vous avez vu, il y a eu autant d'élections. Et à Tchikapa, on n'en parle pas. C'est qu'après 4 ans, non, vous n'êtes pas informé. Dieudonné Piemé se comporte très bien et gère bien. Vous n'êtes pas informé parce que ces députés provinciaux avaient effectivement présenté une motion. Ils avaient déchu le gouverneur. Il a fait plus de 5 mois sans gouverner. C'est son vice qui gérait la province. Je ne sais pas par quelle magie il est rentré. Bon, il est rentré, la Cour a estimé que la procédure n'était pas respectée. Mais depuis qu'il est là, on sent qu'il n'était pas encore émancipé du FCC. On sent vraiment que c'est un pion du FCC qui est mis à Tchikapa, dans la province du Kassai. Il n'est pas dans la vision du peuple d'abord. Il n'est pas du tout dans la vision du peuple d'abord, il n'est pas du tout dans la vision du chef de l'État. Je le sens, parce que comment pouvez-vous comprendre que jusqu'à ce jour, il n'y ait pas, ne fût-ce qu'un petit projet qui se concrétise à Tchikapa? Rien du tout. On n'y fait rien, alors rien. Alors, je crois que je ne l'en veux pas, c'est un ami, on se connaît, mais sa gouvernance laisse à désirer. Et la population n'a pas manifesté. La population, c'est à travers toujours la représentation, ce sont les députés provinciaux. Actuellement, j'apprends que les mêmes députés provinciaux qui l'avaient déchu autrefois se sont liés autour de lui pour certains avantages qu'il leur donne. Vous savez, lorsqu'on a une assemblée de moins de 50 personnes, c'est facile qu'on puisse les acheter, du moins la majorité, pour pouvoir continuer à gérer, même si on gère mal. Je crois que le gouverneur, je lui souhaite toutes les bonnes chances, mais il doit s'affranchir un peu du FCC, du PPRD, de la manière dont l'ancien régime gérait les choses. Hein.
Parce que ça ne doit pas continuer comme ça. Beaucoup de gouverneurs se sont montrés vraiment dans la ligne du changement, mais lui, il est toujours resté carré. Alors, ça inquiète. lorsque nous faisons des analyses sur la décentralisation, vous voyez, avec le découpage territorial et autant de conflits créés, pas de développement, quelle peut être votre réflexion si on revenait à l'ancien système, à l'ancienne configuration des 11 provinces, pour pouvoir quand même évoluer au lieu de découper comme on l'a découpé le pays. Et on a autant de conflits, c'est à gauche, à droite, les Teke, les Minembwe, aujourd'hui c'est les Bindi déjà, parce qu'il faut déjà soit éteindre le feu lorsque il peut s'enflammer. Non, je crois qu'on ne va pas faire marche arrière. La volonté du peuple exprimée par la Constitution était telle qu'on devait démembrer les provinces pour bien les administrer. Je crois que c'était une bonne chose. Mais maintenant, elles ne sont pas, parce que nous parlons de la gouvernance, elles ne sont pas bien administrées. Oui, justement, je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous soulevez par exemple le cas de Bindi, moi j'ai, dans mon parcours, étudié aussi à Kazumba, notamment à Chibala, dans le chef de Bindi. Mais les Bindi ont plusieurs groupements là chez eux. Il y a des Bindi, des Mboyo, des Kalomba, des Chibala. Et ils ont des groupements, ils ont plusieurs groupements. Et ces gens-là sont venus en migration à Chikapa. Comment voulez-vous leur donner un groupement alors qu'ils ont des groupements différents chez eux? Ici, vous allez les regrouper dans un seul groupement. Ils vont vivre comment? Je ne sais pas, quand le gouvernement envisage, ne fût-ce que le fait d'envisager ça, c'est ça ce qui n'est pas bien. Maintenant, on ne peut pas revenir, pourquoi? On ne peut pas revenir sur les 11 provinces, pourquoi? La vision était telle qu'on multiplie ces provinces, on va bien les administrer. Mais le problème, c'est que jusqu'à ce jour, on n'a pas organisé des élections municipales et locales. Ce sont ces élections-là qui doivent donner des responsabilités au niveau des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur ou chefferie. Et lorsque cette organisation est faite, au niveau déjà de l'élection, on a des élus à travers le secteur, les villes et les communes. Vous avez des petits gouvernements qu'on va créer au niveau de la ville, de la commune et du secteur. Il y a une émergence politique à la base. De sorte que même si des hommes politiques n'ont pas d'élus au niveau national, même pas au niveau provincial, peuvent avoir des élus au niveau des secteurs des élus. Et ça crée une émergence politique. Et ça engendre même le développement. N'est-ce pas le souci de ceux qui sont assoiffés du pouvoir? Non, non, pas du tout. Si pendant près de 20 ans de Kabila, on ne l'a pas fait, c'est justement parce qu'ils ont considéré que ça va déranger. Nous voulons voler l'argent. Mais parce qu'on a expérimenté. On va avec les assemblées provinciales, c'est trop de conflits. Et ça sera la même chose, même quand au niveau de la mairie, au niveau de la commune, il y a toujours ces conseils-là. Mais bon, ça sera des conseils qui seront pris en otage par les bourgmestres, par les maires, par... Je viens de Moine du tout, j'ai trouvé que bon, on ne gère pas, on ne gère pas. Non, on ne gère pas. Et pourquoi ne pas rentrer à l'ancien système et puis développer le pays au lieu d'entretenir des conflits? Non, je crois que non, on ne peut pas faire marche arrière lorsqu'on a opté pour l'élargissement. Je crois qu'il faut continuer, il faut corriger là où il y a des erreurs. Le problème, c'est que nous sortons d'un régime qui n'était pas un régime démocratique. Il y en a qui disent qu'il faut laisser ce régime-là tranquille parce que vous avez le pouvoir. Nous avons le pouvoir, nous l'exerçons très bien. Il faut assumer. Nous assumons. De toute façon, on ne peut pas gérer une société sans savoir résoudre les conflits. Nous le résolvons du jour au jour. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est peut-être le problème de l'insécurité à l'Est,
qui nous gêne beaucoup, qui est entretenu par les impérialistes occidentaux. Voilà, Avec, on va y arriver. sont des connivences avec des fils du pays. Mais on va y arriver, mais je l'ai dit dans mon introduction, il y a dans moins de 4 mois, le président Félix Tshisekedi va totaliser 4 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Quelle appréhension faites-vous personnellement de sa gouvernance? Oh, j'ai un sentiment de satisfaction. J'ai une très bonne appréhension de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vu que depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à ce jour, en tout cas les 2 dernières années, nous avons fait beaucoup de choses. Je crois que dans cette mandature, on aura peut-être le fait pour certains secteurs plus que ce qu'on attendait. Plus que ce qu'on attendait. Si vous voyez du côté financier, par exemple, nous sommes partis d'un budget de 4 milliards à 14 milliards aujourd'hui. Je crois que c'est déjà assez pour un président qui a hérité de conflits récurrents dans le pays. Je crois que nous allons terminer ce quinquennat avec un budget qui va dépasser les 15 milliards. Un budget 14 milliards, mais les sociales posent problème. Ça ne concorde pas avec la réalité. J'ai suivi un député de l'opposition qui disait, bon, 14 milliards, c'est pour que ceux qui gèrent les institutions puissent se les partager. Bon, je crois est-ce qu'il y aura un changement? Il y a des opposants de mauvaise foi qui propagent de tels propos. Moi, je crois que lorsqu'on voit la gratuité de l'enseignement primaire, c'est du social. Aujourd'hui, quand je venais ici, j'ai appris par la radio qu'il y a beaucoup de clowns qui se créent encore aujourd'hui. Tous ces enfants de clowns là, ce sont des enfants qui sont nés à la veille de la prise du pouvoir de Kabila et sous Kabila. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Bientôt, nous allons avoir la gratuité des soins de santé. Et donc, c'est des grands points qui touchent au social. Maintenant, sur le plan salarial, par exemple, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui touchent mieux qu'avant. Et maintenant, il y a un problème d'inflation qui est connu partout dans le monde à cause de la Covid ainsi que du conflit russe-ukrainien qui sévit en Europe de l'Est. Donc c'est tout ça qui fait que lorsque vous avez ce pouvoir d'achat-là, cet argent-là qu'on vous paye, parfois ça ne représente pas grand-chose parce qu'il y a cette inflation-là qui est partout, aux États-Unis, en Europe. Ce n'est pas seulement ici. Non, mais chez nous, c'est depuis qu'on a commencé que les prix sont toujours galopants. Donc on n'a pas maîtrisé la structure des prix. On a commencé quand? On a commencé en toujours 2019. Quelque chose qui coûtait 100 francs, c'est 200, 300, 400, 500. Hein? Aucune action pour stabiliser ou obtenir la baisse des prix des biens, des premières nécessités sur le marché. Mais on a commencé en 2019. En 2020, il y a eu déjà Covid. Mais il y a déjà 4 ans que l'UDP est au pouvoir. Justement, mais nous assumons, on ne se plaint pas. Vous êtes conscients que nous gouvernons mieux qu'avant. En tout cas, mieux qu'avant. Nous avons trouvé ce pays dans un trou profond. Nous sommes en train de le relever. Sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social dont vous parlez. Nous faisons beaucoup. Alors, si nous prenons le plan sécuritaire, vous l'avez dit vous-même,
qu'à Kinshasa, il y a la création, il y a la montée en flèche du phénomène Kuluna qui était presque terminé à la prise du pouvoir. Qu'est-ce qui peut être à la base de ces phénomènes qui renaît? Et puis, qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'éliminer, pour l'élaguer, afin de donner la quiétude aux paisibles citoyens? Mais nous sommes en train, je crois que je vous ai déjà donné une réponse à cela, nous sommes en train, à travers le service national, de faire des convois de jeunes gens vers des centres agricoles qui sont créés par le service national pour pouvoir cultiver. Parce que nous avons hérité de ça. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est notre peuple, c'est nos populations. Oui, mais quand on prend le pouvoir, on connaît les difficultés qu'il y a. Nous connaissions ça. Et on s'assume, on dit, on vient relever. C'était fait à dessein. Vous savez que sous l'Ancien Régime, certaines autorités de l'Ancien Régime ont distribué des tramoutina dans cette ville. Vous le savez. Ils ont entretenu ça ici. Le phénomène de Kuluna, c'est créé de toutes pièces par l'Ancien Régime. Ils ont créé ça pour nous intimider, pour qu'il y ait des tueries, pour qu'ils continuent à voler l'argent de l'État. Aujourd'hui, ils se sont constitués beaucoup de fonds. Ils attendent pour que les échéances électorales arrivent, qu'ils aillent encore corrompre comme ils en avaient l'habitude et reconquérir le pouvoir. Ça, nous ne laisserons pas ce pays entre les mains de ces gens-là. Je vous assure que nous n'allons pas laisser ce pays entre les mains de ces gens-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'aujourd'hui, la population est mûre. Hein? La population est mûre, c'est pourquoi... ne va pas voter n'importe qui. Oui, ne va pas voter n'importe quel discours aussi. La population ne va pas voter pour ces gens-là. Mais la population doit manger. C'est peut-être pendant ce temps-là, la population mangeait, et que pendant ce temps, la population ne mange pas bien. Alors, le choix est clair. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, les gens mangent moins qu'hier? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que notre population a compris que l'ancien régime était un régime sanguinaire qui était venu ici pour piller, pour... Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on faisait? Aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards de billets, alors que hier, c'était 4 milliards. Où allaient les 10 milliards? C'est dans les poches des gens. Et notre peuple sait ça. Nous aurons davantage le temps de lui dire que voilà, il ne faut pas voter pour ces gens-là. Parce que vous allez retomber dans les mêmes méfaits. Et donc, nous nous préparons. Le moment venu, nous allons présenter notre bilan. Je ne veux pas parler du bilan aujourd'hui. Nous allons présenter notre bilan qui est largement positif. Et nous allons gagner ces élections. Nous allons gagner ces élections pour non seulement avoir un nouveau mandat, mais nous allons nous préparer pour continuer avec des mandats successifs. Ce pays doit être géré par des gens qui ont la passion du pays, la passion du Congo, pendant près de 20 ans, pour que nous puissions décoller. Si on retombe dans la même erreur qu'en 2011 et en 2006, où d'ailleurs les élections n'étaient pas, les élections présidentielles n'étaient pas de bonnes élections, on est parti pour la gloire. Alors, selon vous, quels sont les défis qui ont empêché que la gouvernance de Fachi, de Félix Antoine Tshisekedi, soit une bonne gouvernance, soit une gouvernance que le peuple attendait? Bon, quels sont les défis? Qu'est-ce qui l'a empêché? Je n'en vois pas, je ne vois rien qui a empêché. La gouvernance de Fachi est celle que le peuple attendait, effectivement. Sur quel plan, d'abord, vous relevez des obstacles? Moi, je crois que les obstacles étaient créés par nos amis de la coalition dans les temps. Heureusement, pour nous, nous avons eu à temps le temps de les étudier et de les écarter. Aujourd'hui, vous assumez le mandat, le plein mandat, le plein pouvoir. Avant, c'était au FCC, cache, ça dérange. Maintenant, l'UDPS assume le plein mandat et il va se justifier aux élections. Vous avez entendu ce qu'ont dit les opposants dernièrement, lorsque le président s'est prononcé
à la tribune des Nations Unies. Vous avez suivi des critiques? Ils disent n'importe quoi, ils disent non, voilà, il faut chasser l'ambassadeur rwandais, il faut ceci, il est en train de vivre avec le Rwanda, en même temps il dénonce. Mais ce n'est pas possible. Vous sentez de la mauvaise foi. Lorsque on fait la politique et qu'on est en guerre, même si on est très proche de la victoire, on doit continuer à dialoguer. La politique s'est faite de cette façon-là. Lorsque vous vous refermez sur vous, vous ne voulez pas dialoguer, ce n'est pas de la bonne politique. Sur le plan diplomatique, le président a très bien joué. En même temps, il dénonce ce qui s'est fait, parce que le petit Rwanda ne peut pas même nous toucher. C'est impossible. C'est tout simplement parce qu'il y a cette communauté internationale, entre guillemets, qui est derrière le Rwanda, qui envoie le Rwanda, parce qu'ils ont leurs intérêts cachés qu'ils veulent préserver. Le Rwanda, ce n'est même pas la dimension de mon territoire de Tshikapa. Vous le savez? Tshikapa a 27 000 km². 27 000 km². Mon territoire de Tshikapa. J'écarte la ville, seulement le territoire. Le Rwanda, c'est 26 000 km². Mais lorsque vous prenez des grands territoires comme le Bafasende et Sissi, le Rwanda peut entrer dans la RDC combien de fois? Et donc, nous n'avons même pas 72 heures pour le rattacher à la RDC. Mais vous n'avez pas 72 heures, mais Bunagana, ça fait plus de 3 mois. Justement, ça fait plus de 3 nous ne mois voulons pas donner prétexte à cette fameuse communauté internationale de nous dire, voilà, vous avez envahi. Vous savez, nous savons jouer. Nous leur donnons le temps que par la diplomatie, ces problèmes soient résolus. Alors, tout simplement. Par la diplomatie... Si il nous est donné d'attaquer Bunagana, ça ne va même pas faire 48 heures. Alors, je voudrais d'abord dire ceci. Sur cette situation de la guerre à l'Est, il y a le ministre des Affaires étrangères qui avait dénoncé. Il y a eu des dialogues à Nairobi. Aujourd'hui, il y a des négociations au niveau de l'Angola. Il y a le président qui a tenu son discours pour les dire clairement à travers le monde que le Rwanda est en train de nous agresser. Mais le discours est passé, Bunagana est toujours entre les mains des rebelles. Comment vous expliquez cela? C'est ce que je venais de vous dire, nous donnons le temps au temps. Si nous décidons aujourd'hui de récupérer Bunagana, on ne fera pas 48 heures. Tout simplement, nous voulons respecter les instruments internationaux en la matière, en y allant petit à petit, en négociant, en parlant aux uns aux autres. Vous avez vu, aussitôt que le président s'était prononcé, le président français, je crois, incité par le Rwanda, a créé une réunion entre les deux pays pour pouvoir se parler. Tout ça, c'est parce que nous ne voulons pas le faire par la force. Vous savez que les M23 ou les Rwandais qui sont à Bunagana sont mélangés avec nos populations. Si nous faisons de l'assaut à Bunagana, nous allons tuer nos propres compatriotes. C'est pas bon. C'est comme ça que nous voulons qu'ils se retirent comme ils étaient entrés et que les choses se passent normalement. Donc vous croyez à cette tripartite Macron, Tshisekedi et Kagame? Vous pensez que ça va donner la solution? Moi, je n'ai pas confiance d'abord aux Français. Je n'ai pas confiance au Rwanda. Le Rwanda, Kagame, c'est un menteur né. C'est quelqu'un qui ouvre sa bouche pour mentir à tout moment. C'est un hypocrite né. Je ne peux pas le faire confiance, mais je fais seulement confiance au chef de l'État qui a été sur place, parce que lui, il ne peut pas mentir. Je sais que s'il y est allé, c'est qu'il y a l'intérêt du Congo là-dessus. Et je crois en lui.
Aux autres, là, je n'ai pas confiance. Vous ne croyez même pas ce qui se passe en Angola avec Lorenzo? Non, avec Lorenzo, oui, je crois. C'est pourquoi le président y va, il y croit aussi. Donc la guerre, pour vous, c'est l'option diplomatique. C'est l'option diplomatique, mais et que pensez-vous pour ceux qui pensent qu'il faut... que dites-vous ceux qui pensent qu'il faut y aller? Il faut y aller avec la guerre. Il faut faire la guerre au Rwanda. Ils le disent ouvertement. Vous savez, on ne va pas tuer un moustique avec le marteau. Le Rwanda, c'est un moustique. On va l'écraser, alors il n'y aura plus rien. Nous pouvons faire la guerre. Nous avons toujours aidé certains pays à gagner des guerres. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a une armée forte. On nous a toujours classés parmi les 15 armées fortes en Afrique. Le Rwanda, vous n'avez jamais entendu parler d'elle, enfin, de leur armée. C'est vous dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire là-dessus. Nous voulons tout simplement que, par la voie diplomatique, que le Rwanda se retire. Alors qu'il se retire, je sais qu'ils ne peuvent pas vivre sans nous. C'est comme ça que le président avait offert tous les moyens possibles. Lorsqu'il l'appelait Kagame mon frère, c'était ça. Il voulait, qu'est-ce que vous voulez? On fait ça, on vous donne ça, vous recueillez ça, on va faire ceci, pour que nous puissions vivre dans la paix. Mais nous avons trouvé qu'il y a des gens qui veulent toujours vivre dans les conflits. C'est notamment le cas de on vous attaque, vous avez donné tout ce qu'il fallait donner et ça ne va pas. On continue à vous attaquer jusqu'à prendre en otage une partie du pays. Et on continue toujours à attendre. Mais c'est pourquoi nous avons renoncé à tout ça. Nous avons renoncé à tout ce qu'on donnait. Maintenant, nous demandons à la communauté internationale qui est derrière le Rwanda de dire aux Rwandais de se retirer. Mais la communauté s'est avouée vaincue, là, avec la déclaration d'Antonio Guterres. C'est dommage que dans la bouche d'un secrétaire général de l'ONU, j'entende ce qu'il a dit là. C'est franchement un aveu d'échec. C'est déplorable pour une organisation qui est créée pour le maintien de la paix. Ce n'est pas possible. Mais vous savez que nous sommes déjà dans l'histoire de l'ONU depuis longtemps. En 1961, un secrétaire général avait été tué ici. Un secrétaire général avait été tué ici, alors que c'est Lumumba qui avait demandé à l'ONU d'envoyer sa force pour mettre fin à la guerre. Alors, il propose qu'il y ait des négociations entre l'Ouganda, le Rwanda, la RDC. Qu'en dites-vous? Non. Moi, le Rwanda et l'Ouganda sont des jumeaux. Voilà. Alors, on parle déjà d'un remaniement imminent. Pourquoi on doit remanier? Qu'est-ce que les warriors n'ont pas fait qui mérite un remaniement, selon vous? Bon, ça vous m'informez. Moi, je ne sais pas s'il y a un remaniement en vue, mais s'il y en a, même dans un gouvernement le meilleur du monde, on peut toujours arriver à réaménager s'il y a un petit problème. Je suis sous-informé de ça. Je ne sais pas. Mais je crois que le gouvernement des guerriers jusque-là a bien travaillé, parce que c'est avec lui que nous avons connu la montée de nos finances publiques. C'est avec ce gouvernement que nous sommes en train aujourd'hui d'orienter le pays vers le bien-être. Je crois qu'ils ont bien travaillé, mais si par-ci, par-là, on trouve qu'un tel membre du gouvernement n'est pas à la hauteur de sa tâche, on peut toujours arriver à faire un réaménagement. Je crois que cela n'est pas interdit. Ce n'est pas que l'ensemble du gouvernement a mal travaillé, non. Donc vous dites qu'ils ont bien travaillé. Donc on ne change pas l'équipe qui gagne. Non, ça ce sont des principes. Ce sont des principes. Non, mais parce qu'ils ont bien travaillé. On a vu les premiers ministres à gauche, à droite, à l'est, à Ituri, à Goma. C'est des mènes pour qu'il y ait la paix, c'est des mènes pour que les finances publiques, il a déposé le budget dans les délais.
On sent au premier jour, voilà, au premier on jour de sent l'ouverture de qu'il la y a session. quand même aussi une Ah, volonté. quand même, il y a la volonté. Il ne faut pas dire quand même. Il ne faut donc, pas relativiser. Donc il y a la volonté. Oui. Donc il est dans la vision du chef de l'État et donc il ne faut pas qu'on l'échange. Il ne va pas être changé, le Premier ministre. Même s'il y a un réaménagement du territoire, je crois que le Premier ministre va rester. Alors, mais parce que qu'il a vous, bien de travaillé. Tchikapa, vous réclamez qu'on vous donne un représentant de Tchikapa au niveau peut-être du prochain gouvernement. Si on remanie le gouvernement, ça ne peut que vous faire plaisir. Bon, ça ne dépend pas de moi. J'ai tout simplement voulu démontrer l'importance politique de ma circonscription. Il appartient à mon parti, au secrétaire général Augustin Kabouya, qui dirige, qui oriente ce genre de nomination, de bien vouloir intégrer Tchikapa. Je crois que lui-même, ayant vécu à Tchikapa, il connaît l'importance de cette circonscription-là et il ne va pas manquer de nous faire ce plaisir-là. Voilà, honorable Robert Ilunga Kambala. Voilà, on a presque tout dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous voulez dire parce que l'émission est finie? Bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai constaté que l'opposition est en perte de vitesse et que... Parce que votre gouvernance est saine. Non seulement elle est saine, mais nous avons fait tout ce qu'un opposant peut faire quand il est au pouvoir. Félix a fait tout ça. C'est comme ça que nos amis de l'opposition n'ont pas de discours. Aujourd'hui, je vois d'ailleurs que certains d'entre eux, non seulement ils nous félicitent, mais ils ont aussi félicité le chef de l'État dernièrement lorsqu'il s'est prononcé à l'ONU. Par là, j'ai conclu que nous sommes dans les bons, que les élections qui vont avoir lieu en 2023, en décembre, nous allons les gagner haut la main. Haut la main, et pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ait un deuxième mandat avec une majorité confortable à l'UDPS. Voilà notre souhait. C'est ce que j'avais voulu que vous disiez dans cette émission. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission, grand défi de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.